Bienvenue sur Bonne Question Podcast, je m'appelle Lorenzo Mancini, je suis architecte et surtout humoriste. Toutes les 2 semaines, j'invite une personnalité ou une personne à parler d'un sujet que j'essaye de comprendre. Alors, bonne écoute. Bonjour Daphné. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Ouais, d'habitude, c'est moi qui dis merci aux invités, mais avec grand plaisir. Merci à toi. Je t'ai invité... Alors moi je t'ai découvert, normalement j'aurais dû te découvrir sur les plateaux, mais on n'a jamais joué ensemble, non, il me semble. C'est vrai. Les plateaux d'humour. Je t'ai découvert parce que je suis venu voir ton spectacle au TTO, qui s'appelle Ma Bimbosophie, et qui parle, c'est un peu une ode à la confiance en soi, au féminisme, à la féminité, à tous ces sujets qui tournent autour de ça. Tout à fait. Et j'ai été... alors je vais commencer par un compliment. Avant de passer après je vais te défoncer. Non, c'est juste que j'ai trouvé ça très cool parce que t'expliques ça, c'est que ton compte Insta, c'est un peu tout ce que tu fais dans la vie. C'est-à-dire que t'es... attends, j'ai noté parce qu'il y en a beaucoup de choses. J'ai noté que autrice, humoriste, chroniqueuse, danseuse burlesque et de pole dance, doublage, réseaux sociaux, bientôt réalisatrice, si j'ai bien compris. Scénariste, du coup. Scénariste. Ça englobe plein de capacités que facettes, tu as, de oui. facettes que tu as, et c'est hyper structuré comme spectacle. Et donc, je trouve ça très bien, parce que d'habitude, ce genre de spectacle, c'est une démonstration de tout ce que tu sais faire en même temps. J'avais peur de ça, moi. Et là, il y a ça. un truc où... Ah oui, moi, donc, la première version de mon spectacle, il était... complètement éclaté. C'est vrai ? Elle était complètement éclatée au sol, cette version-là, oui. Et justement, Achille m'a beaucoup aidé à chapitrer un peu les idées. Et puis, je me suis aussi fait aider par une amie à moi qui s'appelle Lucie Matteau, et qui est aussi metteuse en scène, parmi plein d'autres choses. Et donc, j'ai vraiment eu ces 2 regards, le regard de Achille et de Lucie, qui m'ont permis de structurer ma pensée, comme tu as dit, et les idées. Et moi, au départ, je ne voulais pas faire une démonstration de tout ce que je savais faire. J'avais peur que ça fasse... Bienvenue, voici tout mes talents. Oui, mais on connaît, nous on voit ça aussi beaucoup en humour, c'est quelqu'un qui sait faire du beatbox, il va te faire du beatbox au milieu de son spectacle et tu te demandes pourquoi il fait ça. Et donc là, des fois tu fais de la pole et derrière tu as une projection de trucs qu'il y a sur les réseaux sociaux, enfin tout est mixé et tout est assez raffiné en termes de structure. Donc, mais c'est pour ça que je voulais t'inviter, parce que tu parles beaucoup de l'ode à la confiance en soi, à l'acceptation de soi, à l'amour de soi. Et donc, je voulais te parler d'amour parce que... Parle-moi d'amour. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, du coup, plus de discuter de l'amour de soi, mais de l'amour de l'autre. Et donc, ma première question, est-ce que plus tu prends confiance en toi, plus la qualité de tes relations amoureuses augmente ? Je pense que c'est corrélé. C'est pas 100% corrélé, mais c'est sûr que ça l'est. Et je pense aussi que quand on a la jeune vingtaine et qu'on expérimente à droite à gauche, on est plein d'espoir, on est plein d'idées reçues sur ce que doit être l'amour et comment on doit être traité. Et on accepte beaucoup de choses qui, au final, ne sont pas acceptables, ou parce qu'on ne se connaît pas assez bien soi, on n'a pas eu assez d'expérience, on ne sait pas assez où sont nos limites, et ce qu'on aime, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et moi, personnellement, j'ai longtemps accepté de me faire malmener pour rien au final, alors qu'à partir du moment où je me suis dit c'est pas comme ça que je vais être traitée, et que je passe au-dessus de l'idée de c'est pas grave si du coup j'ai pas un peu d'affection, j'ai pas un peu de... Voilà. À partir de ce moment-là, je crois que c'est là que les barrières tombent, entre guillemets, et qu'on peut vraiment profiter de l'amour de l'autre avec un grand A. Ce moment-là, il est arrivé quand ? Tu sais, est-ce qu'il y a un moment, un déclic dans ta vie où tu t'es dit, bon, à partir de maintenant, il y a des trucs que j'accepte plus ? Ou est-ce que c'est petit à petit et que c'est venu ? Je pense que c'est petit à petit. En tout cas, là, j'avoue que ça fait 6 ans que je suis dans une situation stable et très heureuse avec mon compagnon / futur mari. Mais avant lui, c'était la galère pendant 6 ans aussi. Et je pense qu'en le rencontrant, alors que c'est pas du tout le genre de mec sur qui je me serais retournée de base, il y a eu un shift aussi. Ça m'a permis de
de comparer mon passé avec ce que je vivais là. Et puis quand je voyais mes copines se mettre dans les mêmes états dans lesquels j'ai pu me mettre, ça m'a permis de me dire que si jamais, par malheur, demain je suis plus avec mon chéri, je sais quel est le standing, entre guillemets, le standing que je veux atteindre avec mes relations, quoi. Et que je ne voudrais pas moins que ça, si ce n'est peut-être pour m'amuser 2-3 secondes. Mais Et quand tu dis 6 ans de galère, c'est quoi? Ça veut dire 6 ans de célibat? C'est ça que tu appelles galère? C'est quoi quand tu dis 6 ans galère, entre gros guillemets, le célibat n'est pas une galère en soi. C'est pour ça que je pose la question, parce que... Mais de déconvenues, je dirais plutôt, ou de relations un peu mortes dans l'œuf, ou de ghosting, ou d'histoires qui auraient pu, au lieu d'être des histoires d'amour, au moins des belles histoires de sensualité, entre guillemets, comme des histoires de désir, wow. Comme j'ai dit dans une chronique. Des belles histoires de désir, et au final... pour X ou Y raison, l'autre projette sur toi des choses qui ne sont pas vraies, ou tu projettes des choses sur l'autre aussi qui ne sont pas vraies, et la communication s'effrite, ou il n'y a plus rien du jour au lendemain, et ça m'a beaucoup fait souffrir à la fin, alors que je ne cherchais pas forcément à me caser, mais j'en avais un peu marre de la répétition de ces situations-là. Et je pense qu'on confond beaucoup aussi, à n'importe quel âge, je crois qu'on confond beaucoup amour et passion. Là où la passion... c'est très bien, hein, je souhaite à tout le monde d'en vivre et c'est hyper chouette, mais c'est pas ça qui fait qu'une relation justement est stable ou dure dans le temps. Et l'amour, le vrai, il change. La passion, elle peut pas rester, par définition, elle ne reste pas. Et pourquoi tu crois qu'on confond amour et passion? Mais ça, c'est la littérature, c'est les films, c'est l'éducation. C'est l'envie aussi de vivre des choses un peu palpitantes, d'avoir les papillons dans le ventre. Mais l'amour, ça doit pas faire mal. Et surtout, c'est marrant d'être torturé 5 minutes, mais 10, c'est épuisant, quoi. Et justement, toi qui fais du cinéma, qu'est-ce que tu penses de tous ces films où c'est un peu justement une mise en valeur de la passion, des relations compliquées, des relations intenses? On voit rarement dans les films des relations normales, quoi. Enfin, des relations normales, ça veut rien dire, mais des relations paisibles. Mais ça vaut pour tous les films, que ce soit des films d'amour, des films d'action. J'ai l'impression que si tout se passe bien, il n'y a pas d'histoire. C'est vrai que mais... T'imagines le Titanic sans iceberg. C'est une croisière sympatoche, quoi. Entre gens riches et pauvres, et chacun à sa place. Le Titanic, c'est juste un long trajet en bateau. D'un point A à un point B, et tout s'est bien passé. Mais le propre d'une histoire, qu'elle soit filmée ou écrite, c'est que le protagoniste apprenne quelque chose ou change aussi. Enfin, moi, personnellement, c'est là où je m'ennuie le plus, c'est quand dans un film, le personnage a tout compris dès le début et qu'il n'a pas d'évolution personnelle. Mais du coup, pour en revenir à ta question, c'est vrai que forcément, dans les relations amoureuses qu'on va montrer à l'écran, ça va être quelque chose de plus torturé, de plus compliqué. Ceci étant dit, j'ai l'impression qu'on tend de plus en plus vers des histoires qui permettent de raconter autre chose, ou en tout cas de montrer qu'il y a d'autres points de vue, d'autres chemins possibles, et que ça peut commencer par une histoire toxique pour se finir vers quelque chose de plus apaisé. Enfin, je crois que l'imaginaire est assez et ça dans les films vaste dans les films de Noël. Dans le film de Noël, à la fin, tout se passe bien. Écoute, mais moi, quand je vois un film de Noël, je le vois pour une raison particulière. Et si ce film de Noël me déçoit, mais pour remplir le cahier des charges du film de Noël, je ne vais pas m'offusquer parce que madame tombe amoureuse d'un bonhomme de neige. Ça me paraît tout à fait réaliste. Voilà. Alors, pour commencer, j'ai préparé un petit jeu sur les clichés en amour, et tu vas me dire ce que tu en penses. En gros, c'est un vrai ou faux. Je dois dire cliché, pas cliché. Non, c'est que des clichés. Donc, tu vas me dire vrai ou faux, parce qu'il y a des clichés qui sont vrais et des clichés qui sont faux. Et évidemment, si tu veux m'expliquer, t'es la bienvenue. L'amour dure 3 ans. Vrai et faux. Je peux dire vrai Oui, tu peux. Explique. C'est la passion qui dure 3 ans. Ok. Et donc, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'amour-passion. Les contraires s'attirent. Vrai et faux aussi. Pourquoi ? Ça veut dire que tu peux te projeter quelqu'un qui te ressemble vraiment très fort et quelqu'un qui est très très différent, c'est ça ?
Il y a très différents. Je crois qu'on est attiré par les gens qui nous ressemblent, que ce soit sociologiquement, culturellement, artistiquement, psychologiquement. Mais qu'une personne qui est à l'opposé de nous peut faire un peu un effet yin-yang. J'utilise des grands termes, parce qu'il y a le Bouddha derrière. Mais il m'est arrivé d'être attirée personnellement par des personnes qui me ressemblaient pas du tout, ou qui étaient en termes de caractère, en tout cas, à l'opposé. Et je trouvais ça intéressant, tant qu'on restait dans le respect mutuel et dans la curiosité. Mais c'est peut-être plus, effectivement, plus faux que vrai. Mais un peu des deux, je dirais. Je ne suis pas catégorique. Du coup, c'est que c'est peut-être pas un vrai cliché, que tout fonctionne. On n'oublie jamais son premier amour. Faux. C'est vrai? Ah, marrant. Mais justement, on en parlera après, alors. Le sexe, c'est 50% d'une relation réussie. En fait, faux. Si tu me dis vrai ou il faut à tout, je suis baisé. Vrai, il faut. Ok. Donc, répétons là. Donc, les 2 dernières questions, nous avions... Non, je rigole. Tu peux dire vrai ou faux, c'est juste pour la blague. Le sexe, c'est 50% d'une relation réussie. Faux. Le premier regard suffit pour tomber amoureux. Faux. L'absurde n'existe qu'une fois dans une vie. Faux. Yes, tu vois, elle est bien. Quand on aime, on ne compte pas. Ça dépend si on parle d'argent ou de non, pas sacrifice. Pas d'argent, de sacrifice. Oui, mais il y a des limites. Vrai, mais il y a des limites. Il faut aimer sa belle famille pour que cela fonctionne. Faux. Si... Mais, enfin, vrai, mais... Oh! Non, mais c'est pas grave, tu peux expliquer. Moi, j'aime ma belle famille, je tiens à le signaler. Ah. Mais j'ai l'impression... Est-ce que tu peux rester avec quelqu'un à long terme si son entourage ne te supporte pas? Plutôt faux, ou que tu ne supportes pas l'entourage? C'est compliqué. Moi, j'ai l'impression que c'est compliqué. Hein. Ouais. C'est possible. Roméo et Juliette, regarde. Non, mais Roméo et Juliette, c'est pas un bon exemple. Si tu rappelles quelqu'un après 6 shots de tequila, c'est que tu l'aimes encore. Faux. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? 6 shots de tequila? Rappeler quelqu'un après 6 shots de tequila? Non, d'envoyer des messages bourrés à qui fait. Non, étant jamais bourré, non. Non, ça c'est top. Ça. Donc c'est toujours raisonnablement réfléchi. Et donc beau. Parfois c'est des mauvaises idées. Je ne peux pas me. Donc tu le fais des fois sans être bourré. Je ne peux pas me dire que c'est l'alcool. Ok. C'est juste la bêtise. C'est cool. Ce qui m'intéresse, c'est quoi le modèle de tes parents en termes d'amour, de couple et tout ça? Moi, mon modèle, ça a toujours été un couple relativement uni, mais en même temps, on a eu... quand j'ai eu 14-15 ans, j'ai suivi ma mère à Lille parce qu'elle est partie travailler à Lille. Et mon père est resté travailler à Bruxelles, mais mes parents ne sont pas divorcés. Et donc, depuis lors, ça doit faire presque 15 ans maintenant, 15 ans à peu près, qu'ils vivent séparément. Oh, wow. Mais ils sont toujours mariés, ils se voient tous les week-ends ou presque. Oh, mais ils ont chacun construit leur vie ailleurs. Et tout en maintenant ce lien familial, se voir le plus régulièrement possible, être là pour l'autre, faire les fêtes de famille ensemble et tout ça. Et donc, c'était pas voulu, je pense. Et c'est comme ça que le cours des choses s'est fait. Mais ça m'a montré que c'était possible, et je pense que ça m'a montré aussi l'importance de... c'est un terme que j'ai appris il n'y a pas longtemps, l'individuation. Okay. L'importance de rester soi, son propre individu, et pas se noyer dans l'autre, ou dans la relation à l'autre, ou la famille. Et que je trouve que faire couple, c'est pas être avec sa moitié, c'est être 2 entités propres, ensemble, qui font équipe. Et donc ça, c'est un peu le modèle que j'ai eu. Et est-ce que c'est un modèle que tu pourrais répéter en termes de distance est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais vivre? Ça, je sais pas si j'en serais capable. Enfin, mes premières relations amoureuses, elles étaient à distance aussi. Donc ça, je sais que je l'ai fait, mais c'est pas ce qu'il y a de plus chouette. Mais je sais pas de quoi la vie va être faite, mais j'ai l'impression que... si la vie m'appelle dans une autre ville ou appelle mon compagnon dans une autre ville, on va essayer de tout faire en sorte pour rester et y aller ensemble, évidemment. Mais ça dépend des opportunités professionnelles et de tout un tas de facteurs que je ne peux pas prédire, car je ne suis pas encore voyante. Mais c'est dans la to-do list. C'est pas un des métiers que tu as, pas encore? Non, mais je tire les cartes. Donc c'est vrai? ça pourrait venir.
Putain, tu les as pas avec? Non. Il n'en a pas. Est-ce que, Ici, dans le... Non. est-ce que tes parents te parlaient d'amour et de sexualité? J'en ai pas un souvenir flagrant. Non, par contre, si j'avais des questions, je sais que je pouvais poser mes questions, notamment à ma mère. Tout ce qui avait un rapport avec les règles, la contraception et tout ça, je pouvais en parler avec ma mère. Mon père, c'était un peu plus, évidemment, plus timide. Et je crois que c'est plus je suis devenue adulte, plus j'ai commencé à parler de choses avec mon père notamment, mais Ils sont à l'aise avec ça ou... oui, je crois. Mais bon, il y a des limites évidemment à ce qu'on Oui, se raconte. Mais oui, parce que pendant toute une période aussi, je ramenais chez mon père des amants de passage qu'il finissait par croiser le matin. Il me posait pas plus de questions, mais il était pas con. T'es pas dupe. Non, mais il acceptait, il était OK avec ça, quoi. Oui. et sa façon de poser des questions, c'était de parler d'amour ou de sexualité, c'était plus par rapport, justement, j'avais un ex qui avait des enfants, mais du coup, il avait des sièges enfants sur sa voiture. Et mon père disait, oui, donne-lui la carte essence, pas la carte essence, mais la carte parking, gna, gna. Et il allait avec lui, et puis c'est des questions après où il me dit « Mais il a beaucoup d'enfants, ce jeune homme, j'ai vu beaucoup de... » Voilà, et c'est comme ça qu'il était curieux des histoires, mais comme il voyait que c'était pas sérieux, quand ça durait jamais très très longtemps, passer à autre chose, quoi. On a parlé de ton premier amour, est-ce que tu pourrais décrire ce que tu en as retenu et à quoi ça ressemblait? Mon premier amour, c'était un amour d'Internet. À l'époque, en plus, j'étais émo-gothique, et donc c'était une rencontre que j'avais faite sur un site... T'avais quel âge? 15 ans. Sur un site qui s'appelait Vampire Freaks. Oh putain. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en tout cas, voilà. Alexis, ça a l'air de te dire quelque chose. Non. Vampire Freaks. Et on avait commencé à chatter là-dessus, puis sur MSN. Et puis, on avait le même âge, hein, il avait 1 an de plus que moi. Et puis, pour finir, s'est fait une rencontre à Paris, mais très... Comme on était tout jeune, avec les parents, quoi, pour vérifier si tout allait bien. Putain, c'est trop mignon. Et attends, habillé en gothique ou pas? Ouais, j'avais mon style, quoi. Il avait son style aussi. Je vois trop vos il avait parents les cheveux déposer. un peu longs et tout. Voilà, les parents genre... Et ils ont parlé entre eux? Oui, on est allé au restaurant avec les parents. Arrête. Voilà, donc, voilà, j'ai rencontré ce garçon sur Internet, et donc c'était... on va bien vérifier que tout va bien. Ça, c'est marrant. Et donc, ses parents se sont dit la même chose? Oui. Et puis après, c'est une relation à distance qui a duré 2 ans et demi quand même. Donc c'était ma première histoire d'adolescente. Et donc pendant les vacances scolaires, l'un ou l'autre allait chez l'autre. Enfin, c'était... voilà, je peux pas dire grand-chose de plus à part que c'était les premiers émois. Et puis après, il y a eu une histoire de tromperie qui m'avait fait très mal, parce qu'à l'époque, tout prend des proportions... Surtout en plus quand on est émo-gothique. Alors là, ça pleure des larmes de sang, à la moindre contrariété. Mais tout à l'heure, je disais qu'on peut oublier ses premières histoires. C'est pas dans le sens où cette histoire n'était pas importante pour moi, elle l'a été, sous plein d'aspects. Mais c'est dans le sens où j'y pense jamais. Ouais, c'est ça. Enfin, je veux dire, j'y pense jamais, j'y pense pas en tout cas ni avec du regret, ni avec de la nostalgie. Je me dis, parfois j'y pense et je fais « Ah, c'est vrai qu'il y a eu ça, ça m'a construite et ça m'a permis d'ouvrir la porte à d'autres relations, qui m'ont permis d'ouvrir la porte à d'autres relations, etc. » C'était la bonne personne pour moi à ce moment-là. T'as encore en contact avec ou pas du tout? Oui. Mais surtout avec sa famille, étrangement, parce que j'étais très proche de ses parents et de sa sœur. Et donc j'envoyais des cartes postales aux parents pendant encore des années, même après la rupture. Et voilà quoi, donc on se suit vaguement sur les réseaux, on est en contact vague comme ça quoi. Et à part cette relation, est-ce qu'il y a d'autres relations, est-ce qu'il y a une relation en particulier qui t'a transformé toi en tant que personne, où t'as appris vraiment un truc sur toi, ou un truc que tu voulais plus, ou qui t'étais au fond? Est-ce que je sais pas si tu vois ce que je Oui, mais j'aurais tendance à dire que c'est la relation dans laquelle je suis maintenant, parce que comme j'ai eu que très peu de relations, enfin
qu'on appelle sérieuses, entre guillemets, où c'est officiel et que tout le monde sait qu'on est en couple, ça, j'en ai eu que 3. La 3e étant cette relation aussi, encore bien portante. Mais, et toutes les autres relations que j'ai eues, je ne considère pas que ce soit pas des relations pour autant. Mais comme je disais, les histoires de désir, quoi, qui vont, qui viennent. Je les considère quand même comme mes ex, d'une certaine manière, parce que sinon, ce serait les considérer comme des bouts de viande, et c'est pas ce que je ressentais à ce moment-là. Et toutes ces histoires-là, ces histoirettes, qu'elles aient bien fini ou pas, m'ont apporté quelque chose aussi, j'ai l'impression, même quand c'était négatif, j'ai appris quelque chose de ça. Et t'as un exemple de ce que ça a pu t'apprendre? Par exemple, là, la relation dans laquelle je suis, elle m'a appris la sérénité, elle m'a appris à dédramatiser certaines choses, ouais, je me sens plus apaisée. Et comme je disais, plus alignée avec ce que je veux, où je vais. Et ça, c'est dû à toi qui a grandi, qui a mûri, ou est-ce que c'est dû aussi à la personnalité de ton futur mari? Les deux, je pense vraiment les deux. Et j'ose espérer que je lui apporte des choses aussi, que je lui apprends des trucs. Mais oui, vraiment les deux. Et il y a vraiment ce sentiment de... quoi qu'il arrive du monde extérieur, alors peut-être que je me fais des illusions, mais peu importe les rencontres qu'on peut faire ou les attirances qu'on peut avoir l'un l'autre pour d'autres personnes, parce que on reste des êtres humains et on peut flasher sur d'autres personnes ou avoir des idées. Enfin, je veux dire, voilà, c'est le propre de l'être humain que d'avoir du désir en général. Même si ces choses-là arrivent, j'ai l'impression que tout me ramène toujours à lui. Et j'aurais pas envie de... j'allais dire en anglais, to jeopardize. C'est mieux que tu le dises en français parce que je savais pas du tout ce que ça veut dire. Je vraiment la connasse qui trouve pas ces mots en français. J'aurais pas envie Attends, t'as dit quoi en anglais? Jeopardize. 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 I don't want to jeopardize it. Oui, j'ai pas envie de risquer, j'ai pas envie de mettre en danger, oui, c'est ça. bouleverser tout ce qu'on a construit ensemble. Pour, je sais pas moi, d'éventuelles futures rencontres ou futures... Non, parce que ce qu'on a construit là et ce qu'on a trouvé ensemble, j'aurais pas l'impression de le trouver ailleurs avec qui que ce soit d'autre. En tout cas, c'est trop précieux pour moi. Mais c'est drôle parce que t'expliques que dans ton côté professionnel, t'es une éternelle insatisfaite. Et pourtant, là, t'as l'air d'avoir, en termes en tout cas de vie amoureuse, trouver ce qui te comble au max. Est-ce que tu sais pourquoi il y a un domaine dans lequel c'est sans fin et il y a un domaine où tu as réussi à trouver le boss final? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Mais... Attends, je suis lent. Mon cerveau est lent aujourd'hui. Non, je crois que je suis une éternelle insatisfaite dans tous les domaines. Mais c'est vrai que peut-être que le côté professionnel, c'est quelque chose de très... La voie que j'ai choisie, en tout cas, qu'on a choisie, est très mouvante, très changeante par définition. Et que, en plus avec les réseaux sociaux, tout ça, on a toujours l'impression que ça peut être mieux. On se compare non-stop. Là où, dans la relation amoureuse... je ne trouve pas que ce soit bon de comparer. Enfin, c'est pas sain de comparer quoi qu'il arrive, mais je suis tellement bien dans mon petit cocon que... Est-ce que ça t'aide pas justement, vu que tu as un métier où tout bouge, d'avoir une sorte de stabilité dans ta vie privée? Ah oui, je pense aussi. Je pense que ça... Dis donc, tu réfléchis plus loin que ce que j'ai pensé sur ma propre situation, sur l'analyse. C'est vrai. Ah ben, mais ceci dit, c'est vrai. Non, je pense que tu as tout à fait raison. Comme j'ai la bougeotte, j'adore courir à droite à gauche, prendre le train, faire une presta là, tourner là, faire ça. Le fait d'avoir un endroit que je peux appeler la maison et un chéri que je peux appeler mon mari... ça apporte un peu de l'eau à mon moulin, à mon frénétique moulin. Et lui, par rapport à ça, il vit ça comment? Toute ta vie tumultueuse? Il le vit bien parce que lui aussi, il est pas artiste, mais il travaille avec des artistes et lui, il est plutôt dans l'aspect technique et l'aspect humain de plein de choses. Et
Et il est auto-entrepreneur, donc il a aussi cette capacité de passer d'un projet à l'autre. C'est ça, mais donc il travaille aussi, il a des horaires déstructurés. Oui, tout à fait. Donc, ouais, c'est ça. Donc, on se couche très tard, ouais. on se lève parfois très tôt ou parfois très tard. Donc oui, non, il n'y en a pas un qui doit aller se coucher à 10h30. Et même si, parce que je me lève à 6h le lendemain, je me couche quand même après minuit. Donc... Ouais, je connais. Est-ce que tu es beaucoup sur les réseaux? Est-ce que tu as consommé les applications de rencontres pendant 6 années de... Mais figurez-vous que mon copain actuel, c'est Tinder. Ah, bah comme quoi. Voilà, donc oui, j'étais une grande consommatrice de Tinder. Et c'est quoi ton avis sur les applications de rencontres? T'as un avis là-dessus? Oui, moi je pense que c'est différent pour tout le monde, mais de mon expérience à moi, c'était une bonne expérience. Pas seulement parce que j'ai rencontré mon chéri, mais même les autres histoires que j'ai eues là-dessus. Il y en a beaucoup qui sont restés des amis, ou des gens que je tiens en bonne estime quand même. Et avec qui, voilà, comme je disais tout à l'heure, je considère que j'ai vécu de belles choses, et donc c'est pas quelque chose que j'ai envie de rejeter ou de renier. Et tout ça, ça a été possible grâce à Tinder. Après, il y a eu 2-3 flops, évidemment. Mais comme dans la vraie vie. Ouais, en fait. mais est-ce que t'as pas un... Parce que moi, c'est plus une analyse globale de tu vois, la facilité de trouver, enfin d'avoir le choix tout le temps. Ça, ouais, ça c'est un problème. C'est un problème, oui, de considérer que... En fait, j'ai l'impression que ça exacerbe le comportement que tu aurais dans la vie sans réseau social. Donc, c'est-à-dire que si dans la vie, déjà, tu as tendance à surconsommer, que ce soit la bouffe, la drogue ou les personnes, tu vas avoir tendance à avoir cette attitude-là sur les réseaux ça te aussi. facilite le... Euh, En fait, c'est comme si t'avais, si t'avais ton frigo qui est tout le temps plein, quoi. C'est ça, et donc c'est l'overdose et tout ça. Ceci dit, l'avantage et l'inconvénient de ces applications, c'est que tu peux t'y mettre comme tu peux t'y déconnecter tout de suite, quoi. Et donc il faut savoir s'écouter et se dire quand ça nous fait pas du bien, se rendre compte quand ça nous fait pas du bien, on arrête. Mais personnellement, moi, j'ai eu des conversations assez intéressantes dessus, d'autres extrêmement ennuyeuses. Mais il ne tient qu'à soi de pas perdre son temps là-dessus, quoi. C'était quoi ton red flag numéro 1 quand tu étais sur ce genre d'appli? Ce que je trouve fascinant, c'est que les filles, nous, on avait une capacité à swiper, mais à une vitesse. Là où, quand je comparais avec mes potes mecs, prenaient un peu plus le temps de regarder toutes les photos, vous étiez peut-être plus facilement satisfait de ce qui était montré. Et nous, c'est vrai qu'on se fait une idée, mais directe sur la première image ou la deuxième qu'on voit, tac, 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 au risque de se dire « Ah merde, zut, j'ai été trop vite, il y a un mec qui avait l'air sympa qui est passé sous mon nez. » Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir l'air sympa? C'est terrible parce que du coup, effectivement, on présélectionne en fonction de critères purement suggestifs et esthétiques, qui sont des critères physiques et des critères de comment la photo a été prise, quelle lumière, est-ce qu'on sent qu'il a un petit côté artistique ou pas, est-ce qu'il est chauve, est-ce que... Voilà, enfin... Et tout ça, c'est en un quart de seconde. Peut-être parce qu'on se dit aussi que, justement, pas de temps à perdre, alors ça... Il y a ce côté consommation. Il y a aussi ce truc de... Quand tu commences à discuter avec quelqu'un, alors surtout pour vous, il faut qu'il soit original, quoi. Alors, oui, ta question, c'était sur les red flags. Moi, les red flags, c'est si on me demande de baiser tout de suite, quoi. Alors que, étrangement, ce genre de rencontre, c'est aussi fait pour faciliter ça, ce genre de site. Il faut pas être complètement naïf là-dessus, mais c'est... Moi, en tout cas, la façon dont je fonctionnais, c'est que j'aimais bien discuter longuement avec une personne, voir si ça matchait bien en termes d'énergie, de discussion, pour me dire, ok, c'est bon, j'ai envie de le rencontrer, même si... in fine, c'est que pour baiser. Mais c'est pour ça que, à mon avis, que tes rencontres étaient plus positives que négatives, c'est que tu filtrais à la discussion, quoi. Oui, mais ceci dit, on n'est jamais sûr, parce que parfois on filtre à la discussion et on peut discuter super, et puis en vrai, avoir rien à se dire. C'est vrai, mais... Ça peut arriver. Mais moi, je trouve que c'est rare. Ça peut arriver, mais c'est rare. Je veux dire, si t'as un bon feeling de discussion, de fond, de « ok, il a l'air intéressant » ou « elle a l'air intéressante », à moins qu'il y ait un truc rédhibitoire quand tu la vois et que ça devrait aller, quoi.
Mais je comprends ceux qui disent, moi, j'ai pas envie d'étirer les conversations longuement, je préfère rencontrer tout de suite pour me faire une idée de la personne. Et j'entends tout à fait ce point de vue-là. Mais moi, au contraire, je préfère perdre mon temps, entre guillemets, à écrire et de me dire, ok, je suis sûre que j'ai envie de le rencontrer, plutôt que j'ai pas le time, en fait, de prendre des cafés le soir même ou le lendemain avec un inconnu. Enfin, non. Alors, il faut habiter au-dessus d'un bar. Bah, oui, mais j'ai des choses plus intéressantes à faire. À fond. Donc, du coup, on va jouer à un petit jeu qui s'appelle Tu préfères. Et c'est un peu pour voir tes goûts, si tu dois choisir. C'est comme si tu swipais à gauche ou à droite, en gros. Alors, est-ce que tu préfères... Alors, je dis un mec, est-ce que c'est que les mecs que je... Toi, moi, je suis hétérosexuel pur jus, sans mauvais jeu de mots. Est-ce que tu préfères un mec super drôle mais qui s'habille super mal ou hyper sérieux mais toujours classe? Super drôle mais qui s'habille super mal. Est-ce que je peux encore changer son style vestimentaire. Ah ouais, c'est ça. Donc, tu penses qu'il y a encore quelque chose... Tu peux pas le rendre marrant. Non, on peut pas rendre quelqu'un pas marrant. Ça, c'est pas possible. Est-ce que tu préfères quelqu'un beau comme un dieu mais sans aucune culture générale ou très banal physiquement mais passionnant intellectuellement? Passionnant intellectuellement. Et quoi, tu lui fais faire de la chirurgie? Un peu sapiosexuel. Mais non, pas du tout. Et du coup, on est attiré par autre chose. C'est bien. Enfin, c'est bien. En fait, j'en sais rien si c'est bien, mais... Est-ce que tu préfères quelqu'un d'hyper tactile mais jaloux ou maladif ou hyper indépendant mais zéro démonstratif? Pas facile, mais plutôt indépendant et pas démonstratif. Et hyper démonstratif, t'as dit, ou pas démonstratif? Bah plutôt indépendant et pas trop démonstratif. Est-ce que tu préfères quelqu'un de riche mais qui fait des fautes d'orthographe ou de fauché qui écrit des poèmes parfaits? Moi aussi, mon côté torturé dirait fauché et poème parfait. Est-ce que tu préfères quelqu'un qui est fan de jeux vidéo ou fan de tuning? J'allais dire jeux vidéo, mais jeux vidéo c'est un peu banal. Là où tuning c'est un peu... Ça me fait découvrir un monde, quoi. Je sens que t'aimerais bien. Je suis curieuse. Est-ce que tu préfères quelqu'un de très câlin qui sent la chèvre ou de très propre mais qui déteste le contact physique? Propre mais qui déteste le contact physique. Est-ce que tu c'est sans la chèvre qui te fait rire? Est-ce que tu préfères quelqu'un qui fait tout pour te rendre heureuse mais qui déteste voyager ou un aventurier qui n'a pas envie de se poser? Et ça c'est une question parce que il semble que t'aimes beaucoup voyager. La première option. Parce que voyager, je peux le faire toute seule. Ouais. Et je l'ai déjà fait, du coup. Parce que je propose toujours, mais si on me suit pas, moi j'y vais. Hein. Ouais, t'as raison. C'est de l'individuation. Hey. Pam. Ça, c'est des questions plus générales sur l'amour. Qu'est-ce que tu penses du polyamour et des couples ouverts? Alors, il faut savoir que le couple ouvert, j'ai testé. J'ai pas tout approuvé. Certains trucs oui, d'autres moins. C'est très compliqué. Je pense que c'est possible, le couple ouvert, mais à condition d'avoir une très bonne communication et d'être relativement tolérant aussi, et de bien poser ses limites. Parce que je crois que l'erreur que j'ai faite par le passé, c'est que toutes les fenêtres étaient ouvertes et tout était possible et on était comme dans un magasin de bonbons alors qu'on avait établi 2-3 règles qu'on ne respectait pas. Donc voilà. Et à partir du moment où on s'est fait un peu trop souffrir, c'est là qu'on s'est dit stop, on va refermer. Mais je pense que c'est possible de fermer, réouvrir, je sais pas, ça dépend des couples et des histoires. En tout cas, je suis pas pressée de recommencer parce que c'était pas la période la plus chouette. Mais en même temps, on a chacun et chacune vécu de belles choses aussi. Et par contre, le polyamour, j'avoue que même si je l'entends, je comprends ce qu'on m'en dit, j'ai du mal à le concevoir. Parce que pour moi, alors c'est peut-être possible d'être amoureux de plusieurs personnes en même temps, mais pour moi, le polyamour, c'est ça. C'est être littéralement amoureux de plusieurs personnes et être en couple solide avec plusieurs personnes. Alors, je me fais peut-être une idée reçue, mais donc c'est dégager du temps pour entretenir une relation avec chacune de ces personnes. Alors déjà, il faut avoir le time. Ouais. Parce que trouver une personne qui te convient, c'est déjà compliqué. Mais alors en trouver plusieurs et départager ton temps avec, c'est chaud. Après, je crois que du coup, l'idée, c'est que
chaque relation peut t'apporter un truc différent, quoi. Oui, mais quelle est la différence avec le couple libre alors? Là où Le le couple couple libre, libre, c'est plus une question de sexualité, je je suis crois. pas sûre. Non? Non, moi je suis pas sûre parce que baiser pour baiser. Et pourtant, j'entends beaucoup de gens en polyamour qui disent ouais, je suis polyamoureux, du coup j'ai tel amant ou je vais baiser ce soir ou je vais et du coup je trouve que ça se confond avec le couple libre. Mais avec le tampon du polyamour pour dire que c'est un choix politique. Ouais. Pas tout le temps, hein, mais chez certaines personnes, Parce j'ai que pour cette moi, sensation. la différence, dans ma tête, c'est que les polyamoureux, c'est vraiment plusieurs couples en même temps. Et le couple libre, c'est t'as quelqu'un qui est ton couple, et puis tu fais ce que tu veux à gauche à droite, mais sexuellement, quoi. Oui, ça c'est l'idée Ça, que c'est j'en la ai. théorie. Je pense qu'on partage la même, Ok. même théorie, mais si on creuse un peu chez les personnes et si on a des discussions avec des personnes qui se disent vraiment polyamoureuses et tout, Oui. c'est là qu'on se dit la frontière est un peu fine avec le couple libre. J'ai l'impression que parfois, voilà. Donc en ça, c'est pour ça que je dis j'ai du mal à concevoir, mais je comprends. Et le plus important, c'est qu'on soit heureux. Mais ma théorie, c'est que le polyamour, quoique, et le couple libre aussi, finalement, l'un dans l'autre, c'est ne pas choisir effectivement pas choisir la facilité et aimer les complications. En fait, c'est qu'une question de règles, quoi. C'est encore... Oui, respecter les règles, respecter l'autre, Il faut mettre beaucoup de règles. Faut mettre beaucoup de règles et du coup, tout est très cadré dans un événement de la vie, la sexualité qui n'est pas censée être trop cadrée. Donc, voilà. C'est un débat très intéressant, mais à choisir plutôt couple libre que polyamour, je le conçois mieux dans ma vie. J'ai l'impression qu'en termes de règles, en tout cas, c'est plus facile à mettre en place, quoi. Parce que polyamour... je sais pas sûr, parce que moi, j'ai eu ma petite expérience qui était compliquée en soi, mais il y a eu d'autres relations autour de moi, enfin d'autres personnes qui étaient en couple libre et qui se sont vraiment déchirées et qui... on finit par rompre, et le polyamour c'était pas possible non plus. Donc je crois vraiment que ça dépend. En fait, que ce soit le polyamour ou le couple libre, ça vient vraiment chercher chez soi. Ça vient travailler des choses qu'on n'a pas envie de travailler, et c'est ça qui est dur parce que on apprend beaucoup de choses sur soi et sur l'autre aussi, des choses positives comme des choses pas très belles. Et du coup, c'est faire la paix avec ça et comment s'améliorer en tant que partenaire pour ne pas que penser qu'à sa gueule en fait. T'es comédienne et tu participes, tu participes, ça n'a aucun sens ce terme, mais tu fais des films et tu joues dans des... Bref, t'as compris, tu fais du cinéma. Est-ce que t'es déjà tombée amoureuse d'un personnage fictif? Tu vois, genre un dessin animé, tu te dis il ouais, est trop ou beau dessin ce animé, cheval. ou film, ou série, ou... Genre ma sœur, c'était Michael Scofield dans Prison Break, tu vois. Ah oui. Le gars ingénieur avec ses tatouages qui a sauvé son frère. I know, I see. En dessin animé, je sais que quand j'étais petite, j'avais un crush sur le... Dans le Roi Lion 2, je crois qu'il y a il y a un frère... Il y a un frère lion, il me semble, dans le Roi Lion 2. J'espère que je dis pas de conneries. Et je sais pas si c'est bizarre ou pas, mais c'est bon, je crois que tout le monde a déjà flashé sur un animal de dessin animé. Oui, Nemo. Ils sont très, très humanisés, ok. Voilà. Nemo, j'adore. Et dans les séries, les films, sur les personnages... Il y a personne... je sens que non, parce que sinon ça deviendrait direct à l'esprit. Non, il y a des acteurs qui me viennent à l'esprit. Ça, c'est des stars et tout, je me dis quand c'est la question suivante. Si tu devais faire une comédie romantique avec un acteur, ce serait qui? Bien, en ce moment, je dirais Pedro Pascal, alors qu'il a le double de mon âge. Je sais pas quel âge il a, en fait. Il a 50 ans. Mais je suis à l'âge où les cinquantenaires me titillent un peu. Et pour quel rôle? Quel rôle qui de moi? Pedro Pascal. Non. Pedro Pascal. Est-ce qu'il y a un rôle particulier où tu le trouves merveilleux? Mais dans tout, même dans Last of Us, alors que la dernière saison, là, ils l'ont bien vieilli. J'ai style envie de l'appeler Daddy, quoi. Pardon, mon chéri, si t'écoutes ce podcast. On lui dira pas. C'est quoi, genre, ton film d'amour préféré? C'est quoi ton style de film d'amour? T'en as un? J'aime bien les trucs gnangnang quand même. N'oublie jamais, j'adore. Attends, c'est quoi ça? The Notebook, avec Ryan Gosling et Rachel McAdams.
sous la pluie, là, et il lui dit « What do you want ?» En fait, j'ai posé une What question do you où want je connais aucun film. Ah si, moi, mon film préféré, c'est Hitch. Tu vois, c'est quoi? Oui. Ce coach Ah en oui, oui, le séduction. coach en séduction. Ça, c'est horrible. Et en fait, je trouve que c'est tellement kitsch et j'adore. Je sais pas pourquoi. Le coach en séduction qui rate tout, c'est incroyable. Ouais, bref. Voilà, et encore une fois, The n'oublie jamais Notebook. une bonne histoire un peu torturée, mais une belle histoire Et c'est quoi gnangnan. l'histoire? C'est l'histoire d'un couple dans les années, je pense que c'est dans les années 30-40, qui se forme. Puis la guerre est arrivée, ils se séparent, ils ne se parlent plus, elle tombe amoureuse d'un autre homme, elle est promise à un autre homme, mais évidemment la vie a fait qu'ils se retrouvent. Attends, c'est un film de Noël. Non, non, tu ne peux pas dire ça, n'oublie jamais. C'est vraiment le cas. Ils se retrouvent et elle est face à un choix cornélien, le choix de la passion, le choix de la raison, encore une fois. Mais au début du film, tu vois ce couple très vieux dans une maison de retraite et la femme, en fait, elle a Alzheimer. Et donc, c'est le grand-père qui vient raconter, qui vient lire son journal et essayer de lui rafraîchir la mémoire sur leur histoire d'amour et tout. Oh. C'est trop beau. En vrai, ça, c'est mignon, j'avoue. C'est une question kitsch que j'ai notée, mais vas-y, on s'en fout, c'est marrant. Elle ressemblerait à quoi? Son annonce de casting pour l'homme idéal. Pour l'homme idéal. Des fois, tu vois, ça, c'est quand t'écris à minuit les questions et que t'es là, ouais, ça c'est une trop bonne idée. Tu relis, tu fais, ouais, bof. Alors, je dirais, c'est compliqué parce que mon type d'homme, en général, c'est pas forcément les hommes idéaux pour moi. Mais ça veut dire quoi, l'homme idéal, tu veux dire de L'homme modèle idéal de société, physiquement. quoi. Ouais, c'est ça. N'est pas forcément ton homme idéal dans la vie de tous les jours. Mais ma petite annonce pour l'homme idéal, Question. recherche homme de plus d'1m85. Tu vois, c'est ridicule. C'est pas du tout ça l'homme idéal. Qui aime la littérature et qui aime rire. Et voilà. Mais du coup, quand je m'entends, là, je me dis, on va enlever le mètre 85, tu vois, parce qu'il y a des gens très drôles et très chouettes qui peuvent faire moins d'un mètre 85, ouais, comme mon chéri, en fait. Il a moins d'un mètre 85. Oui. 1m84. 3. 80 ou 79. Ok. C'est super, c'est 1m79. c'est moi. Vraiment, je fais 1m79. Mais ça va en fait, c'est pas. Mais oui, mais pendant longtemps, mon type de mec, c'était les grands torturés, rachitiques, avec des cernes jusque par terre, qui avaient l'air d'avoir, d'avoir pris de la coke toute la nuit ou de ne pas avoir mangé ni dormi depuis 3 semaines. Et j'étais là genre, oh mon Dieu, mais make love to me right away. Mais, attends, mais c'était physique. C'était physique, okay. C'était animal. Mais ça, c'est ton côté émo, non? Eh ben, je crois, oui. Et c'est marrant. Et tu sais pas pourquoi? T'as jamais essayé de capter pourquoi ça t'attirait? Le côté faussement fragile, homme avec des émotions deep, en tout cas l'image que ça en donne, quoi. Alors qu'au final, il n'y a rien de plus chiant qu'un mec qui est un peu trop dans sa tête, je crois. Qui est un peu trop torturé, voilà, plutôt torturé, c'est ça que je veux dire. Pas dans sa tête, parce qu'on est tous et toutes trop dans notre tête, mais torturé. Ah, la torture, j'aimais bien avant, j'aime plus trop. T'es passé à autre chose. Ouais. La littérature maintenant. Est-ce que t'as déjà vécu, t'as déjà joué dans des films l'intimité avec oui, avec les caches sexe et tout et tout. Non, mais pas que de la sexualité, mais en fait la question sous-jacente c'est est-ce qu'on tombe pas amoureux de quelqu'un quand pendant 6 mois tu fais une série avec quelqu'un où tu joues son mari et en fait tous les jours tu le prends dans tes bras, t'es très proche physiquement. Comment est-ce que moi je me dis que j'ai l'impression que j'aurais du mal à faire comme si de rien n'était. Alors déjà, il faudrait que je l'ai, ce tournage de 6 mois avec un partenaire qui serait mon mari. J'ai pas encore tourné si longtemps. Okay. Mais j'ai déjà tourné des scènes de sexe, des scènes de smack, des scènes de bisous, des scènes de flirt et tout. Mais j'ai l'impression qu'on est tous et toutes très conscients que c'est du jeu. Alors forcément on se dit ah tiens il ou elle est mignon ou mignonne, ou parfois c'est tout le contraire, hein, et on est forcé de travailler avec des gens qui physiquement ne sont pas du tout ou ne sont pas du tout notre style, et on doit passer au-dessus parce que c'est le boulot qui veut ça, et faire croire que on s'aime, on s'attire et tout. Et donc non, je pense que c'est assez et puis
les tournages, surtout les scènes d'intimité, on tourne et on retourne et on retourne et on retourne. Donc spontané, ça coupe la spontanéité, ça coupe l'éventuelle magie qui pourrait nous faire confondre des trucs. Et ça coupe, juste on en a marre, quoi. Surtout si le mec il a de la barbe, je suis désolée, moi les roulages de pelle, 8 prises avec le mec. Après je me retrouvais avec la bouche en sauce tomate parce que ça m'irritait, quoi. Donc ce n'est pas sympa. Ok, ouais. Mais ça aide. Ce qui est plus compliqué, c'est pour mon partenaire, justement, de se dire, il a dû se faire à l'idée que c'était le métier. Mais effectivement, au début, si tu n'es jamais sorti avec un comédien ou une comédienne, c'est le genre de questions que tu te poses, te dis, mais est-ce que tu risques pas de te faire des idées et tout. Et puis au fur et à mesure, il se dit, c'est comme ça. Et du coup, à chaque fois que j'ai un job qui arrive comme ça, la dernière fois, c'était sur le film de Babor l'éléphant, il y a eu deux personnes que j'ai dû smacker. Et je préviens un peu à l'avance en disant, sache que il y a 2 mecs que je vais smacker, quoi. Et maintenant, il hausse les épaules, il fait « Oui, voilà. » Il regarde ? Rien de neuf sous le soleil. Oui, il regarde. Putain. Voilà. C'est fort. Et, oui. Et là, smack, ça va. Hein. Il a vu des scènes de sexe. Donc... ça doit être, c'est vrai que ça doit être bizarre, mais après, effectivement, c'est le métier, quoi. Tu vas bientôt te marier ? Oui. C'est quoi la signification pour toi du mariage aujourd'hui ? Pourquoi se marier aujourd'hui en 2025 pour toi ? C'est en 2025, hein ? Nous sommes en 2025. Non, mais tu vas te marier en 2025. Le mariage est en 2025, oui aussi. Merci pour... Il est dans quelques semaines. Donc c'est la dernière ligne droite. Se marier, c'est marrant parce qu'avant de le rencontrer, j'avais pas du tout envie de me marier. J'étais en mode, ouais, franchement, à quoi ça sert de signer un papier, de dépenser autant d'argent pour se prouver son amour ? Pas besoin de ça, en fait, dans un monde capitaliste. Voilà, ce genre de truc. Je suis trop romantique pour... voilà. Et très, très vite, quand je suis tombée amoureuse de lui et tout, je me suis surprise, moi, à me dire, vivement qu'il me demande en mariage. Donc, alors que j'avais jamais rêvé de ça. Et je pense que oui, c'est un besoin de... j'allais dire contrer la mort, mais c'est pas trop... Ça, c'est un peu deep, mais... c'est remettre un peu de sens et de joie dans un monde qui n'en a plus trop. J'ai l'impression qu'on est tellement harassé de mauvaises nouvelles tout le temps. Puis les réseaux sociaux, c'est déprimant. Il y a plein de raisons pour lesquelles on aurait envie de se mettre une balle dans la tête. Et je pense que le mariage, comme plein d'autres événements heureux, c'est une symbolique forte qui permet de remettre de célébrer l'amour et notre union aux yeux des gens qu'on aime et aussi de réunir tous ces gens qu'on aime au même endroit, au même moment, ce qui est rare aussi dans une vie. C'est ça, et voilà, c'est une promesse qu'on se fait l'un l'autre et je trouve ça beau finalement, les promesses. J'ai presque envie de me marier là. Petit mot de la fin, c'est quoi le meilleur conseil que tu peux donner en amour à quelqu'un ? J'allais dire balayer devant sa propre porte, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est ne pas se laisser écraser juste pour des miettes d'amour, quoi. Par la personne avec qui t'es. Oui, et ne pas chercher l'amour à tout prix juste parce que c'est bien d'être en couple. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, vraiment. Et il faut privilégier. Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est d'apprendre effectivement à être seul. Parce qu'on ne peut pas être bien avec quelqu'un si on n'a pas compris, même si on comprend, on ne cesse jamais de comprendre et d'apprendre, mais si on ne sait pas qui on est et où on va, comment on gère la solitude et comment on se gère nous. Et je crois que c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Soyez seul avant d'être amoureux. Très beau mot de la fin. La dernière question que je pose à tout le monde, est-ce que tu as une idée de qui je pourrais inviter dans le podcast comme prochain invité et surtout pour parler de quel sujet ? Alors, j'ai plusieurs suggestions. C'est bien ça. Première suggestion, c'est la meilleure copse Lucie Matteau, dont je parlais au début, qui est metteuse en scène, musicienne, comédienne, scénariste aussi. Elle fait plein de choses. Et surtout, comment ? Lucy, espace Matteau, Mattot. Et surtout, elle est très intéressante. Elle a une opinion sur tout. Et pour parler de quoi, du coup, avec elle ? De tout ? Oui, mais est-ce que t'as pas un sujet sur lequel tu penses que c'est vraiment pertinent de...
de la rencontrer? C'est ça que je trouve fascinant avec elle, c'est qu'elle peut vraiment débattre de tout. Que ce soit de politique, de relations amicales, amoureuses, de développement personnel. Elle est très très forte dans le... Ouais, dans le... Ça, c'est un sujet, je le sens que ça va me plaire. Dans le développement personnel. Elle a fait beaucoup de thérapie et du coup, elle est très très au fait de certaines dérives. Elle est très très forte là-dedans. Et c'est avec elle que tu as scénarisé notre film ouais, California Dreaming, tout à fait. Et tu sais quand il sort? Il faudrait déjà le filmer. Il n'est pas encore fait de tournage. Il est écrit, on est à la 16e version du scénario, on a financé une partie mais pas la totalité, et donc là on est toujours dans la recherche de financement. Mais donc voilà, et c'est aussi elle qui a aidé à la mise en scène de mon spectacle. Trop bien. Et donc elle est musicienne aussi à côté. Tout un tas de trucs. Un couteau suisse, elle aussi. Et sinon, je pensais à Paris, là j'ai fait la rencontre de Ambroise Carminati, qui est un acteur qui joue dans la série Parlement, qui joue dans plein de trucs sur YouTube. Je sais pas si vous connaissez Coco Voite ou des trucs comme ça. Pas du tout. Toi tu connais, ouais. Voilà, et j'ai joué avec lui dans le film de Babor l'éléphant, et il est assez fascinant. Je trouve qu'il est très très intelligent et il a une façon de dire, d'analyser les choses qui est très très fine. Et alors je le connais pas assez pour dire quel va être son sujet de prédilection, mais je sais que c'est un bon élément à interroger. Ambroise Carminati. Sinon Babor l'éléphant pour rigoler quoi. Babor l'éléphant. Oui, Babor, B-A-B-O-R. Mais c'est une personne. Oui, son vrai prénom c'est Clément. Ah putain, Babor l'éléphant. Mais il fait quoi? C'est un youtubeur. Ah putain. Et l'éléphant c'est en un mot écrit comme un enfant. L-E-L-E-F-A-N. Oh wow. L'éléphant. Eh ben, Babor l'éléphant, tu vas tomber dessus tout de suite. C'est le roi du troll. Trop bien. Alexis, est-ce que... Il y a toujours une question d'Alexis. Est-ce que tu penses que c'est possible de vivre avec quelqu'un toute sa vie, tu vois, avec une personne? Enfin, être amoureux toute sa vie avec une personne et du coup alimenter cet amour, etc., tu vois, toute la vie. Mais je pense que oui, mais qu'il faut faire le deuil de ce que ça veut dire être amoureux, parce que l'amour change et à plusieurs étapes. Et l'amour-passion de 3 ans, on parlait tout à l'heure, c'est plus du tout le même après 3 ans, après 6 ans, après 10 ans, après la routine de la vie quotidienne, la famille, etc. Mais c'est un autre amour et je pense qu'il est plus profond aussi. Donc oui, pour moi, c'est possible. Très bien répondu. Deuxième question, est-ce que... parce que quand on est amoureux, il y a quand même aussi notre ego, il est vachement sollicité. Et il y a quand même un truc un peu égocentrique aussi, un peu un reflet de nous-mêmes à travers l'autre. Est-ce que c'est purement égocentrique finalement l'amour ou pas, selon toi? Ah bah non, enfin au contraire c'est plutôt altruiste. Si c'est égocentrique, c'est qu'on se trompe, je pense. Mais tu trouves pas que t'es quelqu'un pour le bien qui t'amène? Oui aussi, mais si on est avec quelqu'un juste pour la façon dont cette personne enfin comment dire, parfois on reste avec les mauvaises personnes pour l'image que ces personnes nous renvoient de nous-mêmes, mais pas pour ce qu'on pense d'elles. Et du coup, ça pour moi, c'est une mauvaise raison de rester avec quelqu'un. Si c'est juste parce qu'on aime bien la façon dont il nous regarde ou dont il nous désire, et voilà. Ça pour moi, que ça, c'est les mauvaises raisons. Mais effectivement, on reste aussi avec quelqu'un pour la façon dont il fait nous sentir, mais c'est pas à sens unique. C'est un travail. C'est un double égocentrisme. Qui devient finalement de l'altruisme. C'est beau. Où est-ce qu'on peut te retrouver, la promo, tout ça? Qu'est-ce qu'on peut venir voir de toi? Vous pouvez me follow sur Instagram, It's Daphne Beach avec 3 H. Et puis mon spectacle reprend au Théâtre de la Toison d'Or l'année prochaine, de fin février à début mars à peu près. Fin février à début mars. En 2026 du coup. Oui. Ah ok, il sera sorti. L'épisode là, oui, je pense, j'espère. Sorti, ouais. Merci beaucoup Daphné. Merci, gros bisous. Merci d'avoir écouté Bonne Question Podcast. On se retrouve dans 2 semaines pour essayer de comprendre un nouveau sujet passionnant.
Alors n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Threads, LinkedIn, ce que vous voulez. À bientôt, big bisous les amis.